Alors nous allons passer au troisième sujet, qui est celui de la chirurgie fonctionnelle orthopédique, par Philippe de Normandie, sur la réhabilitation fonctionnelle des parasites musculaires par différents traitements chirurgicaux. Messieurs les présidents, Madame et Messieurs les académiciens, c'est un grand honneur pour moi de venir vous parler de la chirurgie fonctionnelle. Je vais vous faire un peu le point, un peu de la réflexion que l'on mène au niveau des orthopédistes qui s'intéressent à ce sujet. Si ça a été une chirurgie qui a été développée historiquement par nos aînés, notamment sur la polio, et qui continue à se faire en particulier en orthopédie infantile, il faut reconnaître que dans le champ de l'orthopédie adulte, c'est un secteur qui était assez délaissé et qu'il y avait peu d'équipes, et il y a peu d'équipes, on commence à en constituer au niveau national qui s'intéressent au problème de la neuro-orthopédie. Or, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin parce que quand on regarde les populations qui présentent des séquelles cérébrales avec des conséquences sur les membres, on se rend compte qu'il y a une population forte. Et je vais me concentrer essentiellement sur la neuro-orthopédie secondaire aux problèmes neurologiques centraux et pas aux problèmes de paralysie périphérique. Finalement, on sait ce qu'il y a de plus codifié. Alors que c'est une aventure extraordinaire que la neuro-orthopédie qui gère les traitements d'origine, les séquelles sur les membres d'origine le sont. Alors je voudrais aborder quelques questions qui, je pense, sont à la source de l'innovation, suivant la façon avec laquelle on se pose ces questions, et qui ont permis de faire des grands progrès dans la prise en charge. J'aborderai tout d'abord le sujet des objectifs. On a parlé, j'étais très touché de ce que vous disiez sur notre approche très humaniste de notre médecine, où on est obligé de définir des objectifs. Et quand on parle de fonctionnel, les populations auxquelles on s'adresse, elles veulent qu'on les améliore un peu, elles veulent surtout pas qu'on les aggrave, parce qu'elles savent en gros quelle est leur situation et quels sont les compromis qu'ils ont réussi à trouver. Et en fait, le fonctionnel, pour moi, il est vaste. Il est d'abord un problème d'hygiène et de nursing. Parce que quand on ne peut pas vous faire correctement votre hygiène, forcément, vous avez des conséquences cognitives graves. Et on a fait plusieurs publications qui ont bien montré un rapport direct entre les problèmes d'hygiène, les problèmes antalgiques, les problèmes de douleur et les problèmes de cognition. L'hygiène de la main, l'accès au périnée. Je pense à tous les patients au passé des parkinsoniens ou des patients qui ont des syndromes extrapyramidaux à qui on ne peut pas écarter les jambes, ou la jeune femme qui veut pouvoir avoir une vie de femme normale. Le sujet antalgique. On sous-estime considérablement les douleurs que représentent les déformations. On a fait une étude et on s'est rendu compte que les soignants sous-estimaient de 50% l'intensité de la douleur correspondant aux déformations. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand vous avez des déformations, vous avez des problèmes cutanés, en particulier des problèmes de macération discale. Et puis quand vous avez des déformations, pendant un certain temps, vous finissez par avoir des lésions cartilagineuses sur les zones qui ne sont pas en contrainte. Un cartilage qui n'est pas en contrainte, il perd sa consistance, et au moment où on corrige, forcément ça fait mal et ça crée des chondropathies. Deuxième objectif évident, c'est l'objectif fonctionnel. En sachant qu'au niveau du membre supérieur, là encore, nos contrats doivent être des contrats extrêmement clairs, parce qu'entre une main qui marche complètement, qui nécessite un membre supérieur complètement fonctionnel, et puis un contrat d'une main d'appoint ou une main de presse, on voit bien qu'il y a des hiérarchies qui sont finalement des hiérarchies très personnalisées en fonction de ce qu'on peut réellement donner aux patients. Et puis en fonctionnel, on a bien sûr pour les membres inférieurs le sujet de l'installation fauteuil, qui est un sujet clé, qui a fait des progrès grâce à la chirurgie, grâce à nos évaluations et aux aides techniques. Bien sûr, le problème de la verticalisation. Et m'intéressant également à la neuro-orthopédie personnes âgées, je découvre l'importance de la verticalisation, certes pour faire les transferts, mais également pour faire la toilette debout. Et la toilette debout, c'est quand même pas la même chose que d'être dans un bac allongé pour faire sa toilette. Et puis bien sûr, le sujet de la marche. Et puis enfin, les objectifs. Et je trouve que c'est un objectif noble. C'est l'objectif esthétique. J'ai opéré des personnes qui avaient une main déformée pour porter une bague, uniquement pour avoir une jolie main et porter une bague. Pour une jeune femme, se promener dans la rue avec le flexeur de coude, les doigts fermés, c'est un stigmate du handicap extrêmement dur. Elle ne peut pas pouvoir mettre la main dans la poche. C'est une vraie souffrance psychologique. Et qui dit souffrance psychologique dit forcément un problème de socialisation. Donc il y a une vraie logique fonctionnelle à cette chirurgie, à cette demande esthétique. Et puis enfin, il y a le sujet du corps, redonner un corps humain. Et on a montré là encore que le comportement des soignants est très différent suivant la façon avec laquelle vous avez un corps qui est un corps humain ou pas humain. Vous êtes vite de la bientraitance, vous passez à la bienfaisance, et c'est vous qui décidez ce qui est bon pour la personne, avec tout l'impact que ça peut avoir dans nos décisions médicales. En sachant qu'on a souvent des objectifs contradictoires, c'est ce que je trouve le sujet passionnant dans ce métier, c'est d'essayer de comprendre, parce que le patient il peut avoir des objectifs
fonctionnelle, mais je vous l'évoquais, je l'ai dit, esthétique, antalgique, alors que son environnement, je pense à la famille, je pense aux aidants, en particulier tout le champ du médico-social, peut avoir des objectifs différents, avec un objectif de nursing en priorité. Et on peut avoir de véritables contradictions. Et on a tous des histoires où on a une contradiction entre le patient et l'environnement, ce qui nécessite de prendre du temps pour arriver à créer, à définir conjointement cet objectif. C'est toute l'importance de l'évaluation collective. Tu en parlais, Monsieur le Président, en début. On ne peut pas, et vous en parliez juste avant, c'est pas quelque chose qu'on fait dans son coin en consultation. On est intelligent à plusieurs dans ces domaines-là. En sachant que la chirurgie, il y a toujours une attente très forte dans cette chirurgie fonctionnelle, et on ne pourra au mieux gravir un barreau de l'échelle, on ne va jamais monter toute l'échelle. Alors ensuite, il y a un deuxième sujet, là encore, qui est tout à fait étonnant, je trouve, c'est l'utilité des déformations. On est très frappé de voir les stratégies que peuvent avoir les patients, qui malgré des déformations, ont des stratégies pour arriver à faire des compensations et quand même utiliser leurs déformations. La déformation, elle peut être utile pour faire du vélo. Quand vous avez même une fin fermée, vous ouvrez la main, puis vous attrapez votre guidon, vous pouvez faire du vélo. Vous pouvez avoir une main très déformée, puis porter un crayon, ou tenir une aiguille pour pouvoir enfiler le fil. Une déformation, ça peut être utile également pour verrouiller un genou, les adducteurs, ça peut être utile pour marcher. Un IMC, il marche souvent grâce aux adducteurs. Alors certes, il serre les jambes, mais ça lui permet de marcher. Et donc, vous voyez bien qu'on va avoir un vrai problème de contradiction entre des objectifs de patients et des risques. Certes, on va pouvoir donner à une jeune femme la possibilité d'écarter les jambes pour avoir une vie de femme, mais on peut lui faire perdre la marche. Et puis, on peut avoir des outils qui changent avec le temps. C'est-à-dire que quand vous avez un IMC de 25 ans ou un jeune de 25 ans qui a une main déformée, il va avoir une main jolie comme les copains pour pouvoir aller draguer, ce qu'on peut comprendre. Alors peut-être la main pourra servir si peut-être il veut faire de la mécanique, et peut-être qu'à 45 ans, sa main déformée, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais une petite pince, une petite quai gris, tout spastique, ça va peut-être lui permettre de tenir un clou quand il voudra faire un peu de bricolage. Et donc on a une vraie difficulté d'avoir une vision prospective du contrat qu'on va pouvoir passer en fonction de cette évolution et la difficulté de risquer de faire perdre quelque chose qui à un moment donné n'a pas d'importance, mais qui risquerait d'avoir l'importance 15 ans ou 20 ans plus tard, et donc toute la réflexion de la constitution de cette réflexion. Alors ensuite, sur ces déformations, sur cette chirurgie, il y a des choses simples, ce que j'ai mis en vert, et puis il y a des choses où on n'est pas encore performant, mais on a des vraies interrogations. Ce qui est facile, quand vous avez un pied de travers comme ça, c'est de déterminer les muscles responsables du côté de la déformation. Quand vous avez un pied en varus, voilà, savoir si c'est un JP, un tibial antérieur, un tibial postérieur, un équin, une main déformée, savoir si c'est des muscles intrinsèques, des muscles extrinsèques. Là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on mélange, et souvent on a des composantes extrinsèques qui massent des composantes intrinsèques. L'énorme difficulté que l'on a, c'est savoir ce qu'il y a en face de la déformation. C'est le sujet des antagonistes. Un poignet qui tombe d'un AVC, est-ce qu'il va y avoir des radios? Et c'est évident que s'il n'y a pas de radio, vous allez avoir un problème d'équilibre de votre articulation. Même si vous le détendez du côté de la déformation, vous risquez d'avoir une récidive. Et donc, on a un sujet très important, c'est le problème de l'évaluation des antagonistes et également le sujet d'évaluer les capacités motrices sous-jacentes. Dans une grande déformation de membre supérieur, un poignet déformé, est-ce qu'il y a ou pas des capacités? On a des difficultés importantes. Il y a deux examens qui, pour nous, ont été vraiment des grandes évolutions. C'est la réalisation des blocs moteurs et c'est l'analyse quantifiée de la marche. Alors les blocs moteurs, c'est des anesthésies simples que l'on fait en consultation qui permettent d'anesthésier un nerf, une branche motrice. Et on va supprimer la commande sur une branche motrice. Donc vous avez un pied, vous marchez en équin, on va endormir le nerf du solaire et puis vous voyez si le pied se pose à plat ou pas. Ça va permettre de nous répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que c'est trop court ou pas trop court? C'est-à-dire qu'une déformation, même quand on a l'habitude, on se fait encore avoir sur le côté réductible ou non réductible. Or, on voyait bien que le traitement ne va pas être le même. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en face? Est-ce qu'il y a des antagonistes? C'est vrai que quand vous levez l'hypertonie, quelle qu'elle soit, pyramidale, extrapyramidale, peu importe, à ce moment-là, vous donnez la possibilité aux antagonistes de se réveiller. Ce qui va être un élément essentiel pour pouvoir comprendre le traitement qu'on va proposer. Et puis, dans un certain nombre de cas, ces blocs ne sont pas suffisants, notamment dans les déformations qui sont complexes, en particulier des membres inférieurs, où vous avez des déformations en genou-pied. Et là, il faut reconnaître que l'analyse quantifiée de la marche nous a permis à mieux déterminer quelles étaient les déformations primaires, les déformations secondaires, et pouvoir hiérarchiser les possibilités d'intervention. Alors, le traitement, finalement, il n'y a pas de révolution dans le traitement. C'est plutôt la façon avec laquelle on arrive à gérer toutes les possibilités thérapeutiques qu'on a fait des grands progrès.
en dehors de la toxine botulique, on n'a pas fait de grande révolution. Toutes nos techniques chirurgicales reprennent tout ce qu'ont écrit nos aînés. Finalement, notre traitement, il est assez simple. Il faut détendre les muscles du côté de la déformation. En gros, quand c'est trop hypertonique, on va jouer sur le nerf. Quand c'est trop court, on va jouer sur la longueur du tendon, du complexe musculo-tendineux. Et puis on a un sujet qui sont les antagonistes et garder des possibilités de liberté articulaire. Alors du côté de l'hypertonie, c'est vrai que la révolution, ça a été pour nous la toxine botulique, avec la possibilité, quand on a des hypertonies focales, de pouvoir diminuer l'importance de cette hypertonie. Et on a un deuxième produit, et notamment Tardieu nous l'avait bien montré, qui est l'utilisation du phénol ou de l'alcool, et qu'on réutilise beaucoup, notamment en neuroorthopédie gériatrique, qui nous règle d'énormes possibilités, à la fois la phénolisation, soit sur les plaques motrices, soit phénolisation autour des nerfs. Et puis, quand ça récidive ou quand le traitement médical n'est pas possible ou que le patient n'en veut plus, on peut toujours faire des neurotomies sélectives en diminuant la taille et on diminue finalement la puissance, le flux nerveux. Et enfin, on a bien évidemment le lioresal intratécal dans les hypertonies généralisées. Ensuite, on a quand c'est trop court, il faut jouer sur la longueur. Voilà, la longueur, il y a plein de solutions. On peut couper, on peut allonger en Z, on peut faire des sutures, on peut déplacer tout le complexe musculo-tendineux, on peut désinsérer tous les muscles et puis faire glisser le muscle. On a plein de solutions. C'est pas les solutions qui manquent. Les vraies difficultés, c'est déficitaire. Et alors là, on a découvert, en travaillant sur les transferts, c'est que finalement, les transferts actifs, ça marche très bien sur le périphérique. Voilà, la patiente qui a une paralysie périphérique, qui n'a plus rien pour relever le pied, il a un antibel postérieur, vous le prenez, globalement, il est capable de relever son pied. Le problème, c'est que dans les paralysies centrales, il y a une incapacité de pouvoir réintégrer correctement le transfert. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et donc, on est beaucoup plus dans des logiques de transfert, ce qu'on appellerait de ténodèse active, c'est-à-dire que ça fait une espèce de grosse bretelle puissante, sans pour ça avoir la capacité d'avoir une commande analytique dissociée et donc pour avoir des gestes de fin. Il y a un certain nombre de cas où on peut rééquilibrer les muscles. On pense particulièrement au tibial antérieur, qui est un muscle qui vous met en varus. Vous pouvez en prendre la moitié, puis on le déplace, et on peut lui, à ce moment-là, en créant une fourche, équilibrer le muscle. Donc on a de multiples solutions dans les transferts, mais c'est toujours un peu décevant. C'est pour ça que dans un certain nombre de cas, on utilise finalement ce qu'on appelle des ténodèses, c'est-à-dire qu'on fixe un tendon au-dessus d'une articulation pour éviter que l'articulation se déforme. Typiquement, c'est la ténodèse du deuxième radial, vous fixez le deuxième radial, et à ce moment-là, votre poignet ne peut plus tomber. Ensuite, on a le sujet des articulations. Je voudrais insister sur 3 points. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que sous prétexte qu'on est handicapé, souvent on vous dit on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Typiquement, c'est la coxarthrose de l'hanche. Combien de fois on a pu voir la sclérose en plaques et qui on a dit bah, vous avez une coxarthrose, ça vous fait mal, vous mettez en flexum adducteur, on ne peut pas faire. Il y a une vraie place à la prothèse totale de hanche. Il y a une vraie place à la prothèse totale de hanche, même chez les patients hypertoniques. Et quant aux stabilisations articulaires, ça concerne essentiellement le pied et le poignet. Le pied, on peut marcher si on n'a aucun muscle. Il faut savoir un pied stable. Et donc, il y a une vraie place sur les arthrodèses dans cette chirurgie fonctionnelle. Et puis enfin, je voudrais insister sur un point qui sont les raideurs par ostéome. On a quand même beaucoup de patients cérébrolésés qui font des paraostéoarthropathie neurogène. On a une série importante à gage, la hanche et l'articulation qui a le plus de localisation et qui entraîne de vraies conséquences fonctionnelles. On peut faire de la chirurgie. Pour nous, la chirurgie, c'est bien évidemment quand on a une limitation fonctionnelle, mais surtout, je voudrais insister sur 2 points. On a montré qu'il n'y a pas de notion de maturité, que la chirurgie précoce est quelque chose qui marche, et qu'on a de meilleurs résultats qu'on opère avant 1 an que après. Et que surtout, on s'est rendu compte qu'au bout de 2 ans et demi, une articulation qui est complètement bloquée, vous avez une destruction articulaire. Vous voyez par exemple ici, on ne voit plus du tout l'articulation, tout simplement parce que l'ankylose fait que les forces passent au-delà, ailleurs que l'articulation proprement dite, il n'y a plus de contrainte, et donc vous avez une ostéoporose majeure, vous avez une chondromalacie majeure, vous avez une disparition du cartilage, et donc à 3 ans, on sait qu'on a une destruction potentielle articulaire. Et paralysie périphérique, j'en parle très peu, je voudrais juste insister sur un point. C'est qu'un transfert tendineux, là encore ça a été bien montré, publié, ça ne marche que si les antagonistes sont égales à 0. Et souvent on oublie cette formule de base, mais c'est très difficile de pouvoir rééduquer quand vous avez en même temps des antagonistes qui marchent un peu. Et donc il y a vraiment de la place pour des transferts dans la paralysie périphérique, c'est bien codifié, à la condition que ça remplace des muscles qui sont cotés à 0. Sinon, ça nous est même arrivé de toxiner les muscles pour les mettre à 0 pour pouvoir permettre de rééduquer le transfert, sinon c'est pas possible. Alors je vais insister sur quelques points sur les modalités de cette prise en charge. Vous
Vous voyez, on a beaucoup de solutions thérapeutiques. On a quand même un certain nombre de questions qui restent. C'est le problème des déformations multiples. Beaucoup de nos patients ont des déformations multiples. En gros, les patients, on a plus de 50% des patients qui ont plus de 2 déformations. Ça pose le problème de la hiérarchie. Est-ce qu'on fait en un temps ou est-ce qu'on fait en 2 temps? On est plutôt à l'heure actuelle chez l'adulte sur une position de dire que quand on est dans de la chirurgie fonctionnelle mais à vision plutôt hygiénique, une orsine, on va faire toutes les déformations dans le même temps. Alors que quand on est dans du fonctionnel, on a plutôt tendance à faire du pas à pas. Pourquoi? Parce qu'on a montré que la correction d'une déformation, souvent distale, pouvait corriger l'hypertonie proximale et qu'il y a des capacités d'adaptation et corriger une déformation pourrait remettre en cause la stabilité des autres articulations. Donc on est très prudent, on a plutôt tendance à faire du pas à pas en commençant par la déformation primaire la plus importante. Et puis ensuite on a un sujet qui est, quand vous avez un pied tordu comme ça, comme cette dame, finalement, est-ce qu'il faut faire pour corriger le pied tout en même temps, quels que soient les actes qu'il faut faire? En fait, on se rend compte qu'on a besoin de faire beaucoup de gestes multiples. Vous avez besoin de faire une neurotomie du nerf solaire supérieur, vous avez besoin d'aller faire une arthrodèse, d'aller faire un geste tendineux. Vous allez avoir une gestion globale. On voit bien qu'on est un peu de transspécialité dans ce domaine-là. Et qu'il est important pour nous, pour les malades, de leur faire un package. Quand on corrige une déformation, indépendamment des logiques de spécialité, il faut mettre l'ensemble des ressources pour faire qu'en un temps, on corrige l'ensemble de la problématique concernant une déformation. Enfin, j'aurais 3 autres points. Je pense que dans tous les cas, on doit privilégier les gestes conservateurs. On a tous des histoires de chasse incroyables, de gens qu'on n'aurait jamais imaginé qu'ils arriveraient à se remettre debout. Et on ne sait pas ce qu'il y aura demain. C'est quoi la médecine demain? C'est quoi demain les stimulations? Donc il faut qu'on garde une logique très conservatrice, même quand on a des indications éventuellement d'hygiène et de nursing. Pour nous, il n'y a plus d'état d'âme maintenant. On opère quand on est en impasse de rééducation. Il n'y a pas de délai. Il y a eu beaucoup de questions à quel moment il faut-il opérer dans la chirurgie fonctionnelle neuro-orthopédique. Il faut opérer quand le programme globalement de prise en charge, notamment rééducative avec nos collègues MPR et neurologues, n'avance plus. Et enfin, le dernier point, je veux également, très important, c'est que c'est une chirurgie qui marche, qu'à partir du moment où on a un bon contrat, et qu'à partir du moment où il y a une prise en charge en rééducation, non pas par les kinés, ça c'est besoin à court terme, mais ensuite il faut que ce soit utilisé dans la vraie vie. Et dans le monde du handicap, si on n'a pas, notamment avec l'environnement médico-social, si on ne s'est pas mis d'accord ensemble pour se dire que la personne, on l'opère pour faire en sorte que la verticaliser, certes ça ne marche pas, mais l'objectif c'est de mettre les pieds à plat pour verticaliser. Si ce n'est pas utilisé dans la vie quotidienne, ça ne marche pas, et on aura à ce moment-là des récidives. D'où l'importance de vraiment avoir une gestion dans la vie quotidienne. Alors les résultats, globalement c'est une chirurgie gagnante. Elle est gagnante à la condition que votre objectif il soit extrêmement précis. C'est vraiment du cas par cas et c'est de la personnalisation. Globalement, le membre supérieur, on a de très bons résultats et supérieurs au membre 1 sur l'aspect hygiène et antalgique. Par contre, sur le fonctionnel, c'est le membre inférieur qui donne de bien meilleurs résultats. Là encore, pour bouger et utiliser, pour porter un crayon, il faut beaucoup de choses qui marchent. Pour se mettre debout, finalement, on peut être très déficitaire. Et le risque de récidive, il est faible. Je l'évoquais, c'est la non-utilisation. Et la non-utilisation et le risque d'avoir des hypertonies résiduelles importantes. On a notamment un certain nombre de pathologies comme les anoxies qui peuvent nous poser des difficultés. Je vous montre 2-3 exemples simples, mais ces mains macérantes, elles méritent qu'on s'en occupe et elles méritent qu'on puisse les ouvrir. C'est pas exceptionnel, c'est rien de chirurgical exceptionnel, ça rend service. Il y a des mains, on pense qu'on ne va pas pouvoir les utiliser, puis vous avez de vraies mains d'implants. Regardez cette main complètement serrée sur un savon parkinsonien avec la capacité d'utilisation. Mais la chirurgie, c'est faire des choses simples aussi. Là, j'ai rien fait, on n'a rien fait d'extraordinaire. On a fait une phénolisation de la branche antérieure et postérieure du nerf obturateur et on a ténotomisé sous-local le long adducteur. Si ce n'est que cette personne à qui on ne pouvait plus écarter les jambes, on lui fait mal, il faut 2 soignants, on lui donne la possibilité de lui refaire des toilettes normales sans essayer de lui faire mal. Je trouve que c'est aussi important de savoir mettre des prothèses de hanche. Et puis, il y a plein d'espoirs et plein d'histoires incroyables. Vous voyez, ce monsieur, état végétatif, considéré comme état végétatif, on l'a opéré pour pouvoir le mettre au fauteuil, lui faire ses soins. Et puis 3 ans après, on lui a opéré des membres inférieurs, des membres supérieurs. Regardez comme il a joué de jolis sourires, il est dans une masse, il est autonome, contre toute attente, il communique. Et donc il y a toujours des possibilités d'espoir, et donc il faut savoir se battre. Les mauvais résultats, parce qu'il y en a, c'est toujours parce qu'on n'a pas bien évalué. On n'a pas bien évalué parce qu'on a mal évalué les antagonistes. C'est le risque des hypercorrections. C'est une personne qui avait un pied et qui va vous retrouver en pied talus. Parce que vous n'avez pas imaginé qu'il y avait une hypertonie majeure sur les antagonistes. Et puis l'autre mauvais résultat, et c'est parce qu'on n'a pas su collectivement, c'est pas qu'un sujet d'orthopédiste, bien prendre en compte l'ensemble des déficiences
et qu'on a passé un contrat de marche pied à plat avec une canne, et puis on a oublié qu'il y avait une négligence importante, on a oublié les trous proprioceptifs, et toute la difficulté de pouvoir faire des évaluations seul dans son coin, ce n'est pas possible. Voilà, pour terminer, je dirais qu'on a une somme extraordinaire de possibilités médico-chirurgicales. C'est globalement, ça nous permet de faire du sur-mesure et du personnalisable. C'est une vraie chirurgie fonctionnelle, et que demain, les vrais progrès, ce sera les antagonistes avec les possibilités de stimulation. C'est le sujet de la prévention. Nous travaillons beaucoup à l'heure actuelle sur la compréhension des mécanismes, en particulier par exemple sur les ostéos. On vient de réussir à faire un modèle de souris. On est très avancé pour essayer de comprendre le mécanisme. Pareil, on travaille sur les critères qui sont les critères de rétraction musculaire qui sont à l'heure actuelle pas bien connus. Et puis enfin, la chirurgie, ça se conçoit qu'avec des aides techniques, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. La révolution se fera également par les aides techniques et les exosquelettes. Je vous remercie. Bien, merci, M. de Normandie, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais demander à Philippe de Normandie s'il pense que cette chirurgie orthopédique doit se faire préférentiellement dans des hôpitaux spécialisés dans la prise en charge du handicap, ou peut être faite dans n'importe quel service d'orthopédie, et ce qu'il en pense sur le nombre d'équipes nécessaires. Je pense qu'il faut des gens qui ont envie d'en faire. Donc il faut avoir un intérêt pour le sujet, d'abord et avant tout. Et ensuite, il faut créer une organisation. Alors, on peut le faire. Il y a plein d'organisations différentes. Maintenant, il y a une dizaine de centres au niveau national d'équipes médico-chirurgicales qui se sont mis à faire la neuroorthopédie adulte, qui s'y investissent. On voit bien qu'on a des modèles différents. Ce qu'il faut, c'est des gens qui y croient. Il faut des organisations, etc. On adhère fortement les soignants. Dans un service d'orthopédie, c'est une chirurgie qui crée de l'adhésion de la part des soignants. Et c'est une chirurgie qui se code bien, et donc c'est une chirurgie qui rapporte pour les services qui en font.